Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée ? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, c'est ce que vous venez d'expliquer. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Oula, Bardella, mieux vaut pas l'envoyer sur les plateaux de télé, là ça devient vraiment problématique. Et en vrai, cette séquence, elle en dit long quand même sur la politique française. On va donc en parler aujourd'hui sur Actu Réfractaire, et après, on parlera du vrai visage de l'agriculture. Allez, c'est parti. Alors, pour celles et ceux qui auraient pas suivi, le RN est accusé d'avoir utilisé de l'argent de l'Union européenne pour financer le fonctionnement de leur propre parti, ce qui est totalement illégal. Et dans cette affaire, Marine Le Pen risque même l'inéligibilité, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se présenter à des élections pendant plusieurs années. Du coup, Bardella, avec ses grands principes, il bégait très très fort face aux faits. En fait, ça rappelle un peu le Macron de 2017, qui avait plein de grands principes avec sa tête de premier de la classe, là. Mais les grands principes, ça tient pas très longtemps. Bah oui, en vrai, les cols blancs, ils défendent avant tout leurs intérêts, ceux de leur parti ou des gens qui les ont fait élire. Et Bardella fait pas exception à la règle, puisque son but, c'est avant tout de défendre le parti qu'il a propulsé sur les plateaux. Par contre, il y a un autre politicien qui fait exception à la règle, puisqu'il a mis ses principes avant son intérêt immédiat. Nous, les insoumis, nous tenons le même discours sur le droit, qu'on soit en France ou ailleurs dans le monde. Partout ailleurs dans le monde où la justice essaye d'empêcher l'élection d'opposants, nous demandons qu'on n'applique jamais cette peine sans que toutes les voies de recours soient épuisées. Qu'est-ce que c'est une voie de recours ? Donc ce qui vaut pour ça... C'est le droit de demander, le droit de faire appel. Donc ça vaut pour Marine Le Pen. Mais bien sûr, et je vais dire pourquoi ça change pas non plus à la tête du client. Madame Le Pen est un adversaire politique total pour nous. Elle a une peine, je vais caricaturer pour qu'on comprenne vite. On lui dit, madame, vous avez volé une orange. Moi, j'en sais rien, c'est le juge qui le dit. Bien. Alors, vous êtes condamné, premièrement, à planter 2 orangers, deuxièmement, on vous coupe la main pour que vous recommenciez pas à voler. Alors, mais on lui dit, madame, pour les 2 orangers à replanter, vous avez le droit de faire appel, mais on vous coupe la main tout de suite. C'est absurde, c'est ce qu'on vient de décider. Dans tous les pays où il y a un état de droit, eh bien, toute peine doit pouvoir être placée en recours. Voilà. Et alors, j'ajoute, pour qu'on me comprenne bien, que je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité, et après, que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer, et elle fera les commentaires, et moi aussi, que j'estimerais nécessaire. Bon, en vrai, Mélenchon, c'est aussi un politicien, et comme tous les autres, il a une petite idée derrière la tête. Mais pour comprendre ça, il faut faire une hypothèse. Imaginons que le procès condamne le RN pour détournement de fonds européens. Est-ce que l'électorat se détournerait du parti ? Eh bien, on peut penser que non, et pour une raison très simple. C'est que l'électorat RN a été au rendez-vous pour l'élection européenne, alors que le parti a renié son engagement sur la réforme des retraites ou sur l'euro. C'est comme Trump ou Harris, ils ont beau dire des dingueries, ça continue de voter pour eux parce que, y a pas trop d'autres choix, de toute façon. Et du coup, pourquoi on est si nombreux à voter pour un parti aussi opportuniste que le RN, parmi nos voisins, nos collègues, nos potes ? Eh tout simplement parce que c'est la merde, avec l'inflation, le chômage, la guerre et les liens sociaux qui se brisent. Alors du coup, on se demande plus ce qui serait le mieux pour nous, mais on se demande ce qui nous donne le plus de chances de survie. Ouais, on en est là. Résultat, tout ce qui est débat, plateau, affaires, programme, on est nombreux à plus trop y accorder d'importance. D'ailleurs, le RN fait beaucoup moins campagne que d'autres partis. C'est un peu comme Macron en 2022. Ils se mettent au-dessus du jeu en sachant très bien que contrairement au PS, par exemple, ils n'ont pas encore eu l'occasion de trahir le peuple en passant au pouvoir. Et tout ça, Mélenchon, il le sait très bien. Et du coup, enterrer médiatiquement Marine Le Pen aurait aucun intérêt. Par contre, là où il peut gagner, c'est en lui rentrant dedans sur les retraites, les salaires et l'inflation. Donc cliver sur les politiques et pas les affaires.
Et tout ça, c'est nourri par l'espoir d'une présidentielle anticipée, puisque Mélenchon prédit que le gouvernement Barnier va tomber entre le 15 et le 21 décembre, une fois que Barnier aura fait passer son budget en 49.3. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que le macronisme aura rendu son dernier souffle? Eh bien, toi, tu peux nous le dire en commentaire si t'as une petite idée. Bon, alors, où en est le mouvement des agriculteurs, mon dieu de bonsoir? En tout, 85 actions ont eu lieu partout en France, avec 2500 agriculteurs mobilisés d'après la police. La revendication principale, c'est le Mercosur, le traité de libre-échange avec l'Amérique latine dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Demain, la coordination rurale, ceux avec le bonnet jaune là, eh bien ils se disent prêts à bloquer le ferroviaire. On fera donc un premier bilan demain ou jeudi des actions menées dans le cadre de ce mouvement. En attendant, on va reprendre un article de Bastamag qui permet de comprendre que les agriculteurs ne sont pas un bloc homogène. Bon, pourtant, c'est le discours de la FNSEA, hein. Ils sont là pour les intérêts des agriculteurs, sans distinction entre les gros ou les petits, hein, comme si tout le monde avait les mêmes intérêts. Sauf que c'est faux. Le secteur de l'agriculture est extrêmement inégalitaire, hein, plus encore que dans le reste de la société française d'ailleurs. 10% des ménages agricoles les plus pauvres touchent moins de 800 € par mois, quand les 10% les plus riches touchent, eux, 3700 € par mois. Et c'est des moyennes, hein. On retrouve une flopée de millionnaires devenus des gérants fonciers, des actionnaires, des industriels et des dizaines de milliers d'autres agriculteurs avec quasi aucun revenu et de la dette. Pareil pour l'accaparement des terres, où 5% des plus grandes exploitations couvrent 25% des terres cultivables en France. Et forcément, ça colle avec les aides européennes. 80% de la PAC est captée par 20% des exploitants en Europe. Et la financiarisation de l'agriculture, elle profite à qui? Au gros, par exemple, le patron de la FNSEA, Rousseau, est à la fois le patron de la multinationale Avril, mais aussi le gérant de 4 sociétés agricoles qui cumulent 700 hectares. On voit donc qu'il y a un mouvement d'agrandissement des fermes dans les mains de quelques-uns, donc forcément une diminution du nombre d'agriculteurs. Et ces grandes exploitations sont concentrées sur la monoculture et de plus en plus vers l'exportation, d'où le besoin qu'ont certains d'avoir des traités de libre-échange qui sont globalement largement soutenus par les cadres de la FNSEA. Un autre phénomène, c'est les ETA. En fait, c'est des entreprises spécialisées dans les travaux agricoles qui ont des grosses machines et peuvent faire, sur demande, des travaux dans les exploitations. Et leur taille, elle a été multipliée par 4 ces dernières années. On a donc de plus en plus d'immenses fermes détenues par des gérants fonciers comme Rousseau qui sous-traitent les travaux à des ETA qui embauchent très souvent des travailleurs d'Europe de l'Est payés au lance-pierre. Le développement de l'agriculture française pousse donc vers une industrialisation, une financiarisation et une concentration entre quelques mains qui dirigent à la fois la production, l'agro-industrie et les syndicats. Et forcément, il y a des intérêts contradictoires, comme le disait d'ailleurs une vidéo du canard réfractaire il y a quelques mois. Je sais pas si t'as vu, mais Arnaud Rousseau s'est fait bourrer le nez par Apolline de Malherbe, là, qui a montré que le groupe Avril faisait des négociations en dehors de la France avec les distributeurs pour éviter la loi Egalim. Donc en gros, que le patron de la FNSEA contourne la loi censée permettre de mieux rémunérer l'agriculture. C'est si le négociateur, c'est-à-dire si Leclerc vous dit écoutez, moi j'achète vos huiles, mais je les achèterai uniquement si on se retrouve chacun avec notre petite mallette pour aller négocier les prix sur une table qui ne sera pas en France, mais qui sera en Belgique ou en Pologne, vous n'aurez pas le choix. Parce que vous serez obligé de vendre à Leclerc. Je ne sais pas, concernant, encore une fois, le SUR, comment les négociations se passent. Je ne suis pas du tout, pour ma part, à ce degré. Ça m'étonne que vous ne soyez pas intéressé à cette question-là. Vous êtes aux premières loges. Évidemment, mais je ne demande pas où ont lieu les rendez-vous pour rien vous cacher. Sauf que c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout. T'imagines, toi, un leader syndical qui se fait bouler par Apolline, hein. Ça fait mal quand même. Hein. Franchement, je suis trop d'accord avec elle. Je sais pas vous, mais moi, rien à redire. Bref, Basta font un très très bon taf sur l'agriculture. Leurs articles sont en libre accès, donc profitez-en si vous voulez aller plus loin que les déclarations de quelques têtes syndicales fortunées. Il y a un article original d'ailleurs qui parle notamment de la santé mentale des agriculteurs qui se dégrade à cause de l'Union européenne et le changement climatique. Étonnant, non? On termine là-dessus pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'ici. En tout cas, on se dit demain à la même heure. Et puis, si vous voulez nous soutenir, nous payer un petit café, eh bien, ça se passe sur le Tipeee. Le lien est en description. Allez, ciao!